Bonjour, je suis le docteur Jessica Eckel. Je vais vous parler d'anxiété et d'hypermobilité. Alors, je suis une psychiatre de liaison. Euh, Cela veut dire que je suis intéressé par le chevauchement qui existe entre le corps et le cerveau. J'ai deux postes, deux emplois. Je travaille comme enseignante à l'université, à l'école de médecine de Brighton, et je travaille aussi comme psychiatre. J'ai mon cabinet aussi et j'essaie de voir quelles sont les applications entre les maladies inflammatoires et les troubles affectifs. Et je me spécialise par exemple dans les personnes qui ont le trouble de l'attention, les troubles de l'autisme et Tourette. J'aimerais parler des organisations qui ont financé mes travaux comme la MRC, le NHS, MQ et versus Arthritis. J'imagine que vous savez beaucoup de choses sur l'immobilité, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et évidemment, il y a un certain chevauchement qui existe. Des fois, c'est assez controversé, mais euh, concernant l'hypermobilité articulaire, symptomatique, asymptomatique, le HSD et le CED hypermobile. Moi, je vais parler d'hypermobilité en général pour simpliciter les choses. D'ailleurs, il y a aussi un classement de 2017, comme vous le savez. Euh, Ici, à l'image, vous voyez qu'on évalue l'hypermobilité à travers le score de Byton. Et il y a quelque chose qu'on cherche sur Internet, Beyond Bones, qui nous montre que le score de Byton actuel n'est pas la meilleure manière de prédire l'hypermobilité. Donc, pourquoi, comme psychiatre spécialiste en neurosciences, je vous parle d'hyperlaxitude, d'hypermobilité? Parce que cela n'existe pas seulement dans les articulations, c'est une manifestation de problèmes du tissu conjonctif plus grand. Nous savons qu'il y a des problèmes musculo-squelettiques, cela implique aussi les pieds plats, il y a des applications sur la peau. Par exemple, la manière avec laquelle les cicatrices se forment, si l'élasticité de la peau, des problèmes intestinaux comme le syndrome de l'intestin irritable, des reflux, les acides gastriques, euh, aussi le prolapsus de la veine mitrale, les varices, la dilatation de la racine aortique, des problèmes dans les dents, comme les problèmes avec les articulations temporomandibulaires, les névralgies. Bon, moi, je m'intéresse aux problèmes psychiatriques, les symptômes psychiatriques que nous voyons dans le CED. Cela inclut la dysautonomie, la dyspraxie, les douleurs, les migraines, les troubles du sommeil, voir ce brouillard du cerveau, le cerveau embrumé, l'anxiété, la sensibilité au son, à l'odeur, à la douleur. Et tout ceci est assez fréquent. Euh, Ce que je veux vous montrer, alors c'est pas la peine de lire tout ce texte, à moins que vous le souhaitiez, mais vous pouvez le trouver en ligne. Je veux vous parler de différentes études qui se sont produites ces dernières années et qui montrent qu'il y a une association entre l'hypermobilité articulaire et un risque accru de troubles neuropsychiatriques. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont le CED hypermobile ont des problèmes psychiatriques, ni à l'inverse. Mais je pense qu'il est très clair des études effectuées avec 4000 personnes que les personnes hypermobiles ont plus de probabilité de passer par des épisodes d'anxiété, de dépression ou même de panique. Nous savons également, avec une étude sur la population de la Suède, qu'il y a un risque accru si on est diagnostiqué de CED ou ce qu'on connaissait comme hypermobilité articulaire avant, d'avoir des problèmes d'autisme, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité ou
d'être bipolaire. Pourquoi? Parce qu'en général, avec le CED, il y a plus d'anxiété également. C'est très lié. Avec mes collègues, nous avons fait différentes études pour essayer de voir pourquoi le fait d'avoir un tissu conjonctif différent qui se manifeste dans une hypermobilité articulaire nous amène à des symptômes liés à l'anxiété et au sentiment de panique. Nous incluons aussi maintenant des douleurs, la fatigue ou ce brouillard mental. J'aimerais vous parler des études que nous avons faites en 2015 avec mes collègues. Nous avons fait quelques hypothèses à ce sujet, mais je suis passé à tester de manière systématiquement une hypothèse qui est que la vulnérabilité à l'anxiété pourrait être liée aux différences entre le corps et le cerveau dans l'hypermobilité. Il y a beaucoup d'années maintenant, avec mon ancien superviseur du doctorat, nous avons fait la première étude de scanner du cerveau dans l'hypermobilité. Et nous avons vu, ceci a été vu dans une population qui était saine. Nous avons divisé en personnes qui avaient le syndrome de l'hypermobilité ou pas. Et nous avons vu que les personnes hypermobiles avaient différentes zones du cerveau dans l'amygdale qui sont impliquées dans les processus de peur et émotifs. Et nous voyons que plus le score de Byton était élevé, plus une zone était petite, une zone du cerveau qui est impliquée dans où on se trouve dans l'espace, ou notre perception de l'espace. Et nous avons vu également des similarités intéressantes dans des imageries médicales entre l'autisme et avec l'autisme et les troubles de l'attention. Nous voyons qu'il y a beaucoup de débats autour de la prévalence de ces troubles, mais c'est vrai que nous essayons de voir les rapports entre l'hypermobilité et la dysautonomie et une forme d'intolérance orthostatique. Orthostatique, c'est ce qui se passe avec le corps lorsque on se met debout, qu'on est droit. Nous savons, au Royaume-Uni, il y a sûrement 60 ou 70 personnes qui ont une hypermobilité symptomatique. Non, 70% des personnes qui ont une hypermobilité symptomatique qui ont aussi le syndrome de la tachycardie posturale. Et nous avons vu que beaucoup des personnes qui souffrent de tachycardie, de syndrome de la tachycardie posturale ont aussi des troubles de l'hypermobilité. Ça inclut les étourdissements, l'anxiété, on peut avoir certaines craintes. Il y a une explication assez facile qui nous dit pourquoi les personnes qui ont des troubles du tissu conjonctif peuvent avoir davantage de problèmes orthostatiques, car il y a des problèmes dans la constriction des vaisseaux sanguins qui amènent à des accumulations de sang. Et pour maintenir la fréquence cardiaque, non, pardon, pas la fréquence cardiaque, pour maintenir le débit volumétrique du cœur, il faut augmenter la fréquence cardiaque. Ce que je voulais faire, c'était regarder dans une cohorte de personnes. Alors, c'est intéressant pour la raison suivante. Nous avons pris 80 personnes, nous avons pris 40 personnes anxieuses en fonction des critères établis et 40% qui n'avaient pas de problème de ce type-là. Alors, on a utilisé les critères DSM du GAD, mais il n'y a pas de symptômes chez les CED vasculaires. Donc, dans chaque groupe, nous avons pris un échantillon. Donc, la moitié était hypermobile, la moitié ne l'était pas, de sorte à pouvoir réaliser des comparaisons intéressantes entre les deux groupes. Donc, les anxieux hypermobiles, les anxieux non hypermobiles, les hypermobiles non anxieux et les non hypermobiles non anxieux. Nous pouvons voir ici qu'en utilisant le score de POTS, ou STOP en français, c'est quelque chose qui a été défini par nos collègues de Londres avec la supervision du docteur Matthias, nous voyons que les patients anxieux ont des scores plus élevés d'intolérance orthostatique. On pourrait dire que, bon, dans le monde réel, on voit qu'il y a un chevauchement avec l'étourdissement, les palpitations. Ces symptômes existent dans les deux. Donc, à quelle pathologie attribuer ces symptômes? Je vais vous montrer un graphique
parle ici du syndrome de l'hypermobilité en haut et le symptôme moyen d'intolérance orthostatique. Si on n'a pas d'hypermobilité, on a une certaine anxiété, on voit qu'on a plus de symptômes d'intolérance orthostatique par rapport à quelqu'un qui n'est pas anxieux. Si on est hypermobile et non anxieux, les symptômes sont pratiquement les mêmes que ceux qui sont anxieux et non hypermobiles. Et si on est anxieux et hypermobile, il y a là une augmentation significative dans les symptômes d'intolérance orthostatique. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est chercher des signes d'intolérance orthostatique. Donc on a demandé de faire un test actif pour se mettre debout, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la fréquence cardiaque, comment elle évolue lorsqu'on passe d'une position couchée à assis. Puis on a vu les différences dans tout le groupe entre les personnes anxieuses et non. Donc on voit que si une personne n'a pas d'anxiété, la fréquence cardiaque augmente de 8 à 9 pulsations en se mettant debout par minute, mais avec une anxiété, on passe à 16 ou 17 pulsations par minute de plus. Et on a essayé de voir comment trouver des différences entre l'hypermobilité symptomatique et non symptomatique. Et c'est assez similaire aux symptômes de l'intolérance orthostatique. On voit que les anxieux hypermobiles, alors je vais te dire clairement que lorsque nous avons recruté ces patients, nous ne l'avons pas fait sur la base de leur hypermobilité, mais plutôt sur la base de leur anxiété. Et nous n'avons pas recruté dans des établissements de problèmes psychiatriques, pas du tout. Et bon, on voit ici que si on est hypermobile, on a une certaine anxiété, la fréquence cardiaque augmente à hauteur de 20 pulsations par minute en se mettant debout. Et si vous n'êtes pas anxieux et vous êtes hypermobile, à ce moment-là, c'est plutôt 12 pulsations par minute de plus. Si vous êtes anxieux et non hypermobile, c'est 10 pulsations de plus par minute. Et si vous n'êtes pas hypermobile et vous n'êtes pas anxieux, c'est seulement 7 pulsations de plus. Donc on peut voir qu'il y a un rapport entre l'hypermobilité, l'anxiété et la dysautonomie. Donc il y a eu un intérêt croissant dans les sciences neurologiques par rapport à l'erreur de prédiction. C'est-à-dire que le cerveau essaie que la vie soit plus facile pour lui-même. Donc le cerveau fait des prédictions sur ce qui va se passer tout le temps. Donc par exemple, imaginons qu'on se prend les pieds sur une marche, qu'on n'avait pas vu la marche, on a le cerveau va réagir et il va réagir parce que la réalité ne correspond pas à ce qu'il attendait. Donc on a un sursaut. Et est-ce que c'est quelque chose que le corps fait? Il réagit aux symptômes du corps et ça amène à une anxiété chez les personnes plus vulnérables à avoir ces symptômes dans le corps. C'est ce qu'on appelle aussi les problèmes c'est en rapport avec l'interoception. Donc on va observer la différence entre les signes et les symptômes. Et s'il y a un déséquilibre, s'il y a un décalage dans cet axe interoceptif, cela veut dire qu'on aura plus de probabilité d'avoir un score élevé sur l'axe de l'anxiété. Donc il y a un rapport significatif entre ces aspects. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé d'observer une zone du cerveau, donc seulement pour les personnes hypermobiles. On regarde les différences entre les hypermobiles anxieux par rapport aux hypermobiles non anxieux. Et nous avons vu que dans cette imagerie du cerveau avec le contraste, il y a une partie du cerveau qui est très active et dans une zone qui est typiquement liée à l'hyperlaxitude, l'hypermobilité, et ça a un rapport aussi avec l'anxiété. On voit que ça nous parle du décalage entre les signes et les symptômes, et ce décalage explique le rapport entre l'activité de l'insula antérieure et l'anxiété. En observant ceci, nous arrivons à un modèle à travers lequel il y a des interactions entre le corps et le cerveau avec des effets sur le tissu conjonctif et ceci nous amène à l'anxiété.
Donc, vu que le tissu conjonctif est différent, il y a une prédisposition pour la dysautonomie. Et il y a des différences de la manière du corps pour enregistrer les sensations. Il y a une hyperactivité dans les changements, des connectivités, des activités dans différentes parties du cerveau qui sont appliquées dans le traitement émotionnel, l'insula et l'amygdale, et tout ceci nous montre qu'il y a des fois des décalages entre ce qu'on pense qui se produit et ce qui se produit dans la réalité. Ceci nous amène à des sentiments de crainte et d'anxiété. Donc, que faisons-nous avec toutes ces informations? Eh bien, actuellement, c'est vrai que c'est un défi à cause du coronavirus, mais nous sommes en train de travailler pour utiliser ces informations et développer un traitement pour les personnes qui ont un certain niveau d'anxiété et d'hypermobilité, quelque chose qui ne soit pas médicamenteux, c'est-à-dire utiliser le biofeedback, la rétroaction biologique pour réduire le niveau d'anxiété chez les personnes hypermobiles. À cause du coronavirus, nous avons dû adapter notre thérapie, de le faire en ligne. Et bien sûr, c'était plus difficile, mais à cause, ou grâce à ces défis, le fait de travailler à distance, nous pourrons peut-être mettre à disposition cette thérapie en ligne et pas en laboratoire, et ça pourrait donner accès à ce traitement, si ce traitement fonctionne, à beaucoup plus de monde. J'aimerais simplement dire merci à tous ceux qui ont financé ma recherche, à ceux qui ont participé, le superviseur de mon doctorat, Hugo Critchley, le professeur Christopher Mathias, qui travaille sur la dysautonomie, et ma collègue professeure Sarah Garfinkel, qui est une experte sur l'interoception. Veuillez me suivre sur Twitter si vous voulez les dernières informations de notre travail à Bendy Brain sur Twitter, ou sinon, vous pouvez m'envoyer un email à j.eckes@bsms.ac.uk. Merci.